Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de la Belle Box. On est très heureux de vous retrouver comme chaque semaine sur ce plateau en compagnie de notre consultant Zakaria Atou. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Richard. Zakaria avec nous ce soir, un homme qui a beaucoup voyagé. Il est né en Russie, puis l'Arménie, l'Allemagne, la Belgique, la France où il a acquis la nationalité, puis les États-Unis. Yurik Mamedov, bonsoir. Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau de la Belle Box. Vous êtes venu avec deux ceintures, vos deux ceintures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont justement ces ceintures? D'abord, bonsoir à tout le monde. Oui, les deux ceintures que j'ai présentées aujourd'hui, c'est l'une qui est équivalente à la ceinture des États-Unis et l'autre, c'est les ceintures double billet fait des Caribéens qui est équivalent à une ceinture européenne. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Vous avez une histoire passionnante. On va la découvrir bien évidemment pendant cette heure. Comme tous nos invités aussi, on va voir votre palmarès. C'est une tradition dans cette émission avec une particularité. Vous êtes français, mais vous n'avez jamais combattu dans l'Hexagone en tant que professionnel et très peu en amateur. Vous avez boxé en Amérique, en Jamaïque. Ceci est dû à votre parcours. Vous êtes né à Yaroslav en Russie, à 300 km de Moscou. Mais vos parents partent rapidement en Arménie. Vous résidez jusqu'à l'âge de 8 ans. Puis ils décident de venir en Occident. En premier, 2 ans en Allemagne, puis 1 an en Belgique, avant de s'établir en France. Quel est le premier pays, Yurik, dans lequel vous avez des souvenirs? Le pays qui me tient vraiment à cœur, c'est la France. Parce que c'est vraiment le pays qui a, malgré tous les sacrifices que mes parents ils ont faits pour un futur pour ses enfants, et la France nous a donné l'opportunité de vivre ici et d'avoir la nationalité française. Donc c'est vraiment le pays à laquelle je suis reconnaissant. Vous faites partie du peuple yézidi, c'est une communauté kurdophone d'environ 600 000 personnes, l'une des plus anciennes populations issues de la Mésopotamie, une communauté répartie en Syrie, en Turquie, en Arménie, en Géorgie, avec une forte diaspora également en Allemagne. Une communauté qui a été persécutée depuis des siècles par les autres religions et victime de terribles exactions et de meurtres à grande échelle par Daesh en 2014. Être l'une des seules personnalités de cette communauté, comment on le vit? Vous savez, je pense que j'ai une mission à travers la boxe, qui est de faire connaître les Yézidis. J'ai l'opportunité, la chance d'être dans la situation où je suis, où je peux vraiment utiliser ma voix autant que messager pour les gens qui n'ont pas l'opportunité de parler ou de faire connaître notre ethnicité, les Yézidis. Donc vraiment, j'ai toute ma communauté derrière moi. C'est une force, vraiment, malgré que les génocides qu'on a vécus, malgré les enfants qui sont dans la difficulté, qui n'ont pas les moyens de vraiment d'être un enfant, ce qui est la simple chose d'être un enfant. Donc, ils ont quelque chose à qui se valoriser, on va dire, à regarder. C'est-à-dire que je suis un exemple pour les enfants à qui je peux vraiment donner un peu de lumière au bout du tunnel, qui est vraiment l'espoir de croire que malgré nos religions, malgré les souffrances, on peut vraiment réussir si on y croit à nos rêves et on se donne l'opportunité de le faire. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Et la boxe me donne l'opportunité, c'est une plateforme de m'exprimer et donner la chance à des enfants. Vous étiez un enfant sportif? Sportif, non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, la boxe, comme je dis souvent, c'est pas moi qui ai choisi la boxe, c'est la boxe qui m'a choisi. Et justement, avant de pratiquer la boxe, c'est une question qu'on pose aussi à beaucoup de nos invités. Vous avez pratiqué d'autres sports? Pas du tout. J'étais pas sportif du tout. Vraiment, la boxe, c'était quelque chose... à l'école, quand je suis arrivé en France, c'était compliqué, je parlais pas la langue. Donc, il fallait vraiment trouver un moyen de me défendre. Donc, la boxe était un moyen vraiment d'apprendre à me défendre. Et vraiment, le choix était que la boxe était à mon pied, on va dire. C'est la chaussure à mes pieds. On va parler de votre arrivée en France, justement. Vous l'expliquiez il y a l'instant. Vous vous installez à votre arrivée à Amerinville, en Seine-et-Marne. Vous vous battez souvent, mais pas dans un gymnase. Ça se passe plutôt dans la rue pour vous au début. Oui, vous savez, quand on est jeune, on est un peu méchant. Donc, moi, je ne parlais pas la langue. J'avais des petits frères et sœurs, donc il fallait que vraiment je puisse être un exemple pour eux et de leur montrer que vraiment, n'ayez pas peur à l'école. Donc il fallait vraiment que je me défende. Malheureusement, j'ai eu à faire des bagarres. Et ça veut dire que ça m'a renforcé. Ça veut dire que vraiment, tout ce que j'ai parcouru et j'ai eu à affronter, vraiment, ça m'a aidé à m'affronter moi-même dans le ring, parce que vraiment, et c'est pour ça que la boxe, je pense que c'est un sport qui me va si bien, parce que j'ai eu affaire à ça dans la vie, autant que de ne pas avoir l'opportunité d'être un enfant vraiment, et d'avoir vraiment à me battre pour mes frères et sœurs, de me faire respecter par les gens, pour que mes frères et sœurs puissent se sentir en sécurité à l'école. Du coup, on se pose la question, comment tu es arrivé à la boxe et qu'est-ce qui a été le déclic pour te faire rentrer dans une salle de boxe la première fois? J'ai déménagé à Emranvé, dans la ville où j'ai commencé la boxe, et j'ai cherché une salle de boxe ou une salle de sport. Donc il y avait un monsieur, mon voisin, qui s'appelle Malek Ikenash,
J'ai dit, ce monsieur-là devrait connaître le quartier. Donc j'ai demandé, excusez-moi, est-ce que vous connaissez une salle de sport? Il me regarde et me dit, j'ai ma salle de sport. C'est une salle de boxe. Si tu veux venir, ce soir, je viens te chercher. C'était mon voisin d'au-dessus. Il dit, à 17h, on se rejoint en bas. Il vient me chercher à 17h. Depuis ce jour-là, tous les jours, j'étais le premier à aller à la salle avec lui et le dernier à partir. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Malek Ekenash est mon coach. Donc, pour vraiment vous dire, vraiment, c'était la boxe m'a choisi. C'est le destin. C'est le destin. Pas que pour la boxe, mais parallèlement, le destin pour pouvoir faire ce que je fais pour mon peuple, parallèle avec la boxe. Du coup, tu viens de le dire, tu accroches directement à ce sport. Quel a été ton ressenti à la fin, de la première fois que tu sors de la salle de boxe? Qu'est-ce que tu t'es dit? C'était un sentiment que j'avais déjà vécu. C'était du vécu, vraiment la bagarre, de se faire taper dessus. Donc vraiment, j'étais un peu, je ne veux pas dire mal à l'aise, mais j'avais l'habitude. Mais c'était compliqué au début. Vraiment, c'était compliqué parce que quand je suis arrivé dans la salle, il y avait des gens qui avaient plus de connaissances que moi. J'avais un peu du mal, mais jamais lâché. J'ai jamais lâché parce que je savais que dans la vie, rien n'est facile. Donc vraiment, je me suis donné les moyens et la boxe, ça m'a aidé, quoi. Au bout de 6 mois, Yurik, au bout de 6 mois de pratique, votre entraîneur, dont vous évoquiez le nom à l'instant, Malek Ekenash, décide de vous inscrire à votre première compétition, mais tout le monde dans le club ne trouve pas que c'est forcément une bonne idée à ce moment-là. Pourquoi? La raison pour laquelle il ne voulait pas me mettre dans la compétition, parce que tous les partenaires dans la salle croyaient que je prenais trop de coups, que je n'étais pas prêt. Mais Malek, et je pense que c'est lui qui a vu ce côté, cette petite lumière en moi. C'est vraiment grâce à lui, je le remercie énormément, qui m'a vraiment fait croire en moi. Il m'a dit, Yurik, je pense que tu es prêt. J'ai dit, coach, si tu dis que je suis prêt, j'y vais. On a fait la compétition. Après 5-6 mois d'entraînement à la salle, on a fait la finale, c'était le challenge du premier round. Je suis arrivé en finale. C'était le seul du club parti en finale alors que j'étais le dernier arrivé. Donc ça m'a un peu donné un peu d'espoir et un peu de reconnaissance à moi-même parce que vraiment, ça m'a fait... J'étais conscient que vraiment, j'ai pas fait tous ces sacrifices pour rien. Donc ça m'a donné une espoir de continuer la boxe. Et puis, votre entraîneur a un ami à New York, Simon Barkedi, je ne sais pas si je le prononce bien. Comment vous dites? Bakinde. Bakinde. Vous partez vous entraîner 2 semaines là-bas à l'âge de 19 ans. Et dès que l'on rentre dans une salle américaine, Yurik, dites-nous un peu, est-ce que l'atmosphère est vraiment différente? Déjà, je remercie beaucoup Simon Bakinde qui m'a permis et Malek Ekenash de partir aux États-Unis. Et même avant d'arriver aux États-Unis, déjà, j'avais un gant comme ça, enfin un gant qui m'avait offert Malek. Dans l'avion, déjà, les hôtesses, elles sont là. Oh, you are a boxer. Déjà, j'ai vu une reconnaissance. Ce que je n'avais jamais eu en France en tant que boxeur. Donc, le fait que vraiment les gens reconnaissent et admirent que tu es un boxeur, c'était déjà incroyable. Déjà, et une fois mis les pieds à terre, j'arrive dans des salles où, à côté de moi, il y avait Zab Judah qui s'entraînait, Kid Chocolate. Tu vois des gens, en fait, lointains, mais je me suis rendu compte que le niveau mondial, c'était à une portée humaine. Parce que vraiment, je pouvais sentir, j'y étais là. Donc vraiment, et ça m'a donné l'envie de m'entraîner fort et puis éventuellement rester aux États-Unis. Justement, oui, ce que j'allais vous dire, l'Amérique, ça vous plaît tellement que vous décidez d'y rester. Vous savez, on me pose souvent cette question et j'ai toujours dit, ça aurait pu être n'importe quel pays au monde qui m'aurait donné l'opportunité de faire ce que j'aime, ce pays aurait été le pays que j'aurais choisi. Et ça aurait pu être la Chine, le Japon. C'est les États-Unis qui m'ont donné cette opportunité. Je respecte ce pays-là pour m'avoir donné l'opportunité et la chance, parce que c'est une chance qu'on m'a donnée, de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Alors, 6 mois après votre arrivée aux États-Unis, vous disputez les Golden Gloves de l'État de New York, la compétition amateur la plus prestigieuse avant les Golden Gloves nationaux. Vous arrivez en finale après 6 combats. Le 7e combat est une finale. Véritable parcours du combattant? C'était vraiment le rêve, c'était le but dans lequel j'étais parti à la base. Je me suis dit, je vais partir là-bas, c'est une mission. Et au bout de 6 mois, j'ai pu appeler mon père et mon entraîneur et leur dire, prenez vos billets, vous êtes à la finale des Madison Square Garden, à Madison Square Garden. Pour moi, c'était en fait répondre à toutes les questions que je me posais. Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que vraiment je peux le faire? Et le fait que j'ai pu faire ça en 6 mois, d'arriver au final, et j'ai boxé je me rappelle, j'avais boxé des Joshua Vargas, des Richard Richardson, qu'aujourd'hui c'est des vrais champions, que je les ai boxés en amateur, que je les ai battus et que je suis arrivé en finale. Je me suis dit, si j'ai pu faire ça en 6 mois, avec si peu d'opportunités et de moyens,
C'est-à-dire que si je me donne les moyens et j'ai des opportunités qu'il me faut, les gens qui sont à côté de moi, je peux être champion du monde. On s'aperçoit, quand vous racontez votre histoire, que c'est vraiment le rêve qui se réalise et qui prend forme. Il y a donc cette finale, ce 7e combat qui se déroule au Theater. C'est la salle de 5000 personnes qui est adjointe au Madison Square Garden. C'est donc un rêve à ce moment-là. Vous pratiquez la boxe depuis 12 mois et vous vous retrouvez à boxer au Madison. C'est quand même étonnant. C'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment beaucoup signifiant pour moi parce que c'était incroyable. Vraiment de vivre ça et d'arriver à ce niveau-là avec si peu de combats, c'est vraiment... Et à tous les gens qui nous écoutent, c'est important qu'ils sachent que je suis parti d'une campagne dans la banlieue du 77. En 6 mois, je me suis donné les moyens et j'ai pu arriver à Madison Square Garden à faire des Golden Gloves. Tout est possible. C'est juste une façon de croire en soi et ne jamais lâcher. Du coup, cette finale, tu la perds au point et on sent un peu ta frustration dans la vidéo. Comme le sport en général, quand vous êtes désavantagé au niveau... j'étais français, donc je n'étais pas américain. Donc vraiment, mon adversaire, il faisait partie de l'équipe nationale des États-Unis. Donc naturellement, moi, même si je l'aurais gagné, je n'aurais pas pu faire les Golden Gloves nationales. Donc lui, s'il aurait gagné, il aurait pu les faire. Moi, personnellement, je pense que j'ai gagné le combat. Mon équipe pense qu'on a gagné le combat, mais on n'a pas eu la victoire. Mais en perdant ce combat-là, en fait, je me suis rendu compte que c'était encore plus fort. Si j'aurais gagné ce combat, je n'aurais pas eu la même sensation parce que j'ai eu la sensation de comprendre que vraiment, il faut que je travaille dur pour que je puisse être à sa place. Parce qu'à la boxe, on peut pas, au lieu de regarder de loin, je voulais être à sa place pour que moi, je puisse avoir l'avantage que lui, il a eu. Et pour faire ça, c'était vraiment travailler dur. Et si j'aurais gagné, je me dis, ah, mais vous savez, tous mes données, c'est facile. Non, ça m'a vraiment mis, OK, tu as fait tout ça, mais tu n'as pas encore tout acquis. Il faut retourner à la maison, retravailler et revenir plus fort. Et vous avez appris dans la défaite. Vous finissez d'ailleurs votre carrière amateur avec combien de combats, combien de victoires? Donc j'ai dû avoir 6 combats en France amateurs et puis on touche vers 46, une quarantaine de combats aux États-Unis où j'ai eu l'opportunité de faire des compétitions à Porto Rico, boxer à peu près un peu dans tout l'État des États-Unis, Détroit, Michigan, Las Vegas, LA, ce qui m'a permis d'avoir eu l'opportunité de boxer beaucoup de champions qui sont professionnels. J'ai pu côtoyer ces boxeurs en amateur et plusieurs que j'ai battus et vraiment c'est motivant et c'est une force. C'est une force. Alors vous décidez de passer pro en 2016, vous commencez à Plymouth dans le Massachusetts, une ville où la communauté irlandaise est très forte. Vous boxez d'ailleurs contre un boxeur d'origine irlandaise. Bon là pour le coup lui il boxe à domicile, mais c'est vous qui l'emportez au point. Donc quand vous savez le professionnel c'est très très compliqué quand on démarre et moi j'avais personne à côté de moi. J'avais mon entraîneur Simon Bakindé qui gérait un peu, qui était mon manager parce que c'était important pour moi que celui qui va gérer ma carrière avec qui j'ai confiance. Et c'est la personne qui m'a accueilli, qui m'a tout fait. Donc, il m'a dit mon manager. Et on est arrivé aux États-Unis, au Washington, à Boston. Et c'était vraiment tout contre moi. C'est-à-dire que le jour des Irlandais, dans la ville, il y a plus d'Irlandais contre un Irlandais. Dans la priori, j'étais parti pour perdre. Et moi, je savais que c'était là où tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais sacrifié, c'était vraiment pour ce moment-là. Vraiment, ce n'était pas le training camp que je faisais pour ce combat, c'était toute ma vie, en fait. Et c'était une préparation pour être prêt à ce moment-là. Et je suis arrivé dans le ring, je me suis dit, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est là où vraiment j'ai su avoir une boxe où je n'ai pas pris beaucoup de coups, dominante, mais vraiment j'ai pris les 3 rounds par tous les juges où j'aurais pu me faire voler. Et j'ai dominé le combat et c'est là où ma carrière est lancée. Un 2e combat en Pennsylvanie, le 3e dans une autre ville liée à la boxe, Atlantic City. Vous vous adaptez bien à la vie américaine, vous êtes déjà coach sportif à l'époque? Oui. Et vous habitez à Brooklyn, il y a une communauté yézidi à New York. Est-ce que vous êtes en lien avec eux? Il y a une communauté yézidi dans les États-Unis, pas beaucoup à New York. Mais le fait que mon combat parallèle à la boxe, c'était vraiment mon peuple et ils respectent beaucoup ça. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Et ils venaient de tous les États des États-Unis pour me voir boxer en Atlantic City. Et vous verrez, il y a des vidéos, des interviews où vraiment les Américains... En fait, j'arrivais à avoir plus de gens que les gens qui étaient là-bas, alors que je ne suis pas américain. Et des Français aussi, beaucoup de Français qui venaient me supporter. Et beaucoup d'amis de New York. Et vraiment, j'arrivais à boxer en Atlantic City, qui est à 3 heures de New York, à avoir 300-400 personnes qui venaient me supporter. Parce qu'ils savaient qu'en venant me voir boxer, s'il y avait plus que d'aller voir un combat de boxe.
c'était supporter des gens, c'était supporter mon combat, c'était supporter moi en tant qu'athlète, en tant que personne, Yurick Mamedov. Donc c'était très motivé. Toute ta famille est en France. Du coup, est-ce que tu n'as jamais eu la tentation de rentrer en France les rejoindre, ou tu voulais vraiment vivre ton rêve américain à fond et te dire je reste là-bas et peu importe les sacrifices, je vais aller au bout de mes rêves? C'était l'une des choses la plus dures. Parce que dans la vie, ce qui est le plus précieux, je pense, pour moi, c'est le temps. Et le temps que j'ai abandonné, que j'ai sacrifié de voir ma famille, c'est ce qu'on ne retrouvera jamais. Donc, je n'ai pas pu passer des Noëls, des Nouvel An, voir mon petit frère, ma petite sœur grandir. C'était des sacrifices, mais c'est une force. C'est grâce à ça, je pense, que ça m'a donné la force. C'était un peu l'essence de la machine pour vraiment de dire vraiment tous ces sacrifices que j'ai faits, il ne faut pas que ce soit unnecessaire. Et surtout les sacrifices que mes parents ont faits avant même que je puisse arriver en France. Parce qu'il ne faut pas oublier, moi, je suis arrivé en France avec tous les sacrifices que mes parents ils ont vécus. Donc, c'était vraiment une force et qui m'a poussé jusqu'au jour d'aujourd'hui, vraiment de... Et jusqu'à aujourd'hui, ça me donne la motivation de vraiment d'aller au plus haut possible parce que vraiment, je fais beaucoup. Et il y a beaucoup de gens à travers ce combat peuvent se reconnaître et donner espoir aux gens. Yurick, on va continuer d'évoquer le fil de votre carrière. Avant toute chose, une petite question. Quel est votre boxeur préféré? Mon boxeur préféré, Mike Tyson. Bon, parfait, voilà, la passe décisive est impeccable. Vous auriez dû faire du football aussi avant la boxe, puisqu'on va parler de Mike Tyson. Iron Mike, qui ce week-end va remonter sur un ring à l'âge de 54 ans contre Roy Jones Jr., âgé lui de 51 ans. Le combat est annoncé comme une exhibition, mais Tyson a dit qu'il allait faire de Jones un handicapé, je reprends ses mots. On va remettre cette exhibition dans son contexte. Iron Mike n'a pas boxé depuis 15 ans, il reste sur 2 défaites. Jones, lui, est monté sur un ring il y a 2 ans, mais Jones, après avoir été un extraterrestre des rings, a depuis 2004 entamé un long déclin, 8 défaites dont 5 KO, certains d'ailleurs très violents. Zakaria, vous nous aviez dit vous nous aviez expliqué sur ce plateau que vous n'attendiez pas forcément ce retour. Non, pas forcément, et je reste ancré sur mes positions. Vous savez, ça a été des grands champions, des légendes qu'on a adulées, qu'on a admirées, et je trouve ça dommage aujourd'hui de remonter. Je pense que c'est uniquement une question d'argent, une question d'ego, de se dire, voilà, rester dans la lumière, mais arrive un moment, malheureusement, on ne peut pas être et avoir été. Donc, moi, je ne suis pas pour ce type de choses. Maintenant, ça va être fait, mais vraiment, je ne suis pas fan de ça. Yurick, c'est votre boxeur préféré, Mike Tyson. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de son retour? Avant de le juger, faut bien prendre en compte que c'est un combat exhibition. Donc, le but n'est pas de faire mal l'un à l'autre. Donc c'est vraiment une exhibition. Et je pense que vraiment, en tant qu'enfant, n'a pas eu l'opportunité de les voir boxer, c'est vraiment de voir 2 légendes faire un sparring, vraiment prendre en compte ils sont là, c'est une exhibition. Et c'est vraiment, je pense que c'est une opportunité. C'est vraiment dans le monde dans lequel on vient, malheureusement aujourd'hui, les gens ont besoin un peu de show, un peu de lumière et un peu de bonheur. Et je pense que ça donne beaucoup de bonheur aux gens. En fait, ce qui me fait peur, moi, effectivement, ça doit être, si c'est dans le cadre d'une exhibition, pourquoi pas, mais ce qui me fait peur, c'est que justement, ça ne soit pas dans ce cadre-là. Au vu des déclarations après, c'est le show, hein, je le conçois, mais au vu des déclarations de Tyson et de Jones, je ne sais pas si ça va réellement être une exhibition. Il est dans son rôle après Mike Tyson, il a toujours eu cette non, image bien sûr, de bien boxeur évidemment, dur. mais quoi qu'il en soit, voilà, en tous les cas, s'ils sont amenés à faire un véritable combat l'un contre l'autre, je ne suis pas forcément fan. Alors, ils ne sont pas les seuls à vouloir faire un comeback. Certains se souviennent peut-être de l'Américain Chris Bird, 2 fois champion du monde des poids lourds en battant Vitaly Klitschko et Evander Holyfield. Il avait mis fin à sa carrière il y a 11 ans. Eh bien, il veut revenir à l'âge de 50 ans. Et petite particularité, il veut revenir chez les poids moyens. Il affirme qu'il n'a jamais été aussi grande forme. Alors, si on peut comprendre que certaines anciennes vedettes ont besoin d'argent, le comeback le plus triste, s'il se confirme, c'est probablement celui d'Oscar de la Hoya. Oui, absolument. Oscar de la Hoya qui a eu de l'argent, lui. Exactement, qui a gagné beaucoup d'argent en tant que promoteur, en tant que boxeur, et qui aujourd'hui, je pense qu'il revient uniquement c'est une question d'ego. Il voit tous ces petits jeunes qui sont présents, et il a envie de montrer que lui aussi, il est encore là. Et donc voilà, ce n'est pas une question d'argent comparé aux autres, je pense, parce qu'il en a gagné beaucoup dans sa carrière. Donc non, je ne suis pas fan, je le dis et je le répète. Alors, le seul comeback vraiment réussi dans le noble art, c'est Big George Foreman. On le rappelle, il avait arrêté à 28 ans après une carrière où il avait abrogé la majorité de ses combats. Il était revenu 10 ans après et il lui avait fallu 7 ans avant de redevenir champion du monde. L'autre légende de la boxe qui veut remonter sur un ring, vous allez le voir, c'est lui, regardez. Tokyo, Japan,
I'm coming back in 2021. I know the Olympics is in Japan in 2021, but me, myself, Floyd Money Mayweather, and my team will be doing something big in Tokyo Dome. Trustline, I want to say thank you for treating me good and treating my team good. Japan, I'm on my way. Voilà, Floyd Mayweather qui avait, il y a un an au Japon, martyrisé un kickboxer. Ridicule. Hein. Ouais, c'était qu'il avait martyrisé véritablement en un round. Là, certains disent que Money pourrait affronter Paul Logan. C'est un YouTuber qui a disputé un seul combat et qui l'a perdu. Voilà, tout cela est assez triste, alors que beaucoup de champions actuels n'arrivent pas à vivre de leur sport. Yurick, vous êtes âgé de 29 ans. Est-ce que vous êtes fixé un âge limite? L'âge limite, ça sera vraiment basé sur si le jour où je rentre dans une salle de sport et que je ne suis pas motivé à m'entraîner, Il n'y a plus l'envie. il n'y a plus d'envie. C'est vraiment. Et moi, j'ai commencé un peu la boxe tard. Donc, ça fait que 10 ans que je boxe. Donc, vraiment, pour moi, tout est encore nouveau. Je rentre à la salle, j'ai encore cette envie, cette soif d'apprendre. Et vraiment, je pense que. Je ne sais pas encore. Mais vraiment, peut-être même jusqu'à 40 ans. Vu que je suis en bonne santé, je ne fume pas, je ne bois pas. Vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps, Yurick. C'est important ce que dit Yurick pour le coup, parce qu'en soi, je pense que ce n'est pas l'âge qui fait, c'est l'envie. C'est l'envie que tu as, c'est absolument. L'âge, bien évidemment, que ça a une importance, mais quand il y a une bonne hygiène de vie, on le voit dans le football avec un Cristiano Ronaldo qui est aujourd'hui à 38 ans et encore performant, un Zlatan Ibrahimovic qui est encore performant. Je pense que c'est vraiment quand tu rentres dans une salle et que tu ressens plus cette envie. Et là, à ce moment-là, c'est là où il faut arrêter, vraiment. Alors Yurick, après 8 victoires, vous concédez en 2017 votre première défaite contre Marcus Beckford par décision partagée en 6 rounds. 3 mois après, vous renouez avec le succès. On va marquer une petite pause dans ce label box. On va continuer à évoquer votre carrière, Yurick. Et puis à ne pas rater, il y aura un documentaire exceptionnel où Terence Crawford se livre, l'occasion de faire mieux connaissance avec celui qui pour beaucoup est le meilleur boxeur de la planète. Mais avant, on voulait rendre hommage sur ce plateau au boxeur argentin Juan Domingo Roldan, décédé ce week-end du Covid. Il avait disputé 3 championnats du monde des poids moyens en vain, mais contre 3 légendes, Marvin Marvelous Hagler, Thomas Hearns et Michael Noon. Un Roldan qui avait été le seul boxeur à avoir infligé le seul knockdown de la carrière de Marvelous Hagler. Restez bien avec nous sur Beansport. On se retrouve dans quelques instants avec Zakaria Yatou et avec Yurick Mamedov, notre invité sur Beansport. De retour sur le plateau de Label Box, toujours en compagnie de notre consultant Zakaria Yatou et de notre invité Yurick Mamedov, boxeur français établi à New York. 12 victoires, 1 revers. Yurick, juste avant la pause, on évoquait votre carrière professionnelle. Après votre première défaite en 2017, vous enchaînez 3 succès avant de disputer ce qui est votre dernier combat à ce jour, un titre régional à Kingston en Jamaïque. C'était le 16 novembre 2019. Vous vous imposez par arrêt de l'arbitre contre le Vénézuélien Eduardo Cordovez. La question, comment vous vous êtes retrouvé à boxer en Jamaïque? Grâce à mon équipe qui m'entoure, j'ai eu l'opportunité d'avoir l'opportunité de boxer pour ces ceintures-là en Jamaïque contre un Vénézuélien qui avait un très bon record. Et on m'avait proposé, je n'ai pas hésité une seconde. Je savais que j'étais prêt à ce genre de combat et c'était le temps. Pour moi, je trouvais que j'étais prêt à passer une étape. Donc, on m'a appelé, j'étais prêt à partir. Et on est parti au Jamaïque. C'était une expérience vraiment enrichissante parce que j'ai pris l'expérience de vraiment m'adapter à un climat différent, d'un pays différent, de me déplacer. Donc, vraiment, c'était une bonne expérience pour moi, éventuellement pour le futur, quand j'aurai à faire ce genre de déplacement professionnel. D'ailleurs, tu avais boxé en welter, voire quelques incursions en super welter. Là, maintenant, tu boxes en super léger. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de descendre au poids? Et est-ce que surtout, par la suite, tu souhaites continuer à boxer dans cette catégorie? Moi, à la base, quand c'est un combat sans titre en jeu, on n'est pas obligé de faire le poids qui est 63 kg. Donc, je faisais un peu 64, 65, 66. Mais vu que celui-là, c'était vraiment un titre, j'étais obligé de faire 63 kg. Mais pour l'instant, mon but serait de boxer à 63 kg, devenir champion de France, champion du monde à 63 kg, et puis passer à 66 kg. Et je ne sais pas c'est quoi le record français de combien de catégories a été champion de France, mais moi, j'aimerais bien essayer d'égaler ou faire 63 kg, après un 66 et pourquoi pas un 69 kg, champion de France. C'est beau. Une idée et faire quelque chose de nouveau, vu que, et par l'expérience, j'ai eu d'être le premier Français d'avoir fait les Golden Gloves, la finale des Golden Gloves à Madison Square Garden. Donc c'était vraiment déjà quelque chose que j'avais fait, d'être le premier à faire ça, français. Et j'aimerais bien, si je peux faire quelque chose
être le premier à faire quelque chose de nouveau en France en la boxe professionnelle. Vous avez de vrais projets, Yurick. Et on a trouvé sur Internet une chanson vous concernant, chantée par Roustam Marmoudian. J'espère que je le prononce bien. Oui. Écoutez-le. Quand vous rentrez dans une salle, avant de monter sur un ring, c'est sur cette musique? Oui. Cette musique m'a été dédiée. Vous savez, faire une chanson, surtout chez moi, faire une chanson sur une personne, c'est que cette personne a fait des choses reconnaissantes par mon peuple. Donc c'était vraiment une vraie reconnaissance pour moi qu'une chanson est dédiée à moi, surtout avec un artiste qui est l'un des vraiment les plus grands artistes yézidis. Et le fait que vraiment j'ai eu l'opportunité d'avoir une chanson sur moi, et c'est par respect naturellement que je monte sur le ring avec cette musique-là, et vraiment, comme c'est vraiment naturel pour moi de me battre pour mon peuple, et cette chanson-là, vraiment, ça parle bien, et ça me donne de l'énergie, et ça me vraiment motive énormément. Vous êtes rentré en France, Yurick, et depuis mars, vous n'avez pas pu regagner les États-Unis avec l'apparition du Covid. Comment vous le vivez? Vous savez, moi, dans la vie, tout le côté négatif, il y a un côté positif. Donc, ce qui m'est arrivé là, au mois de mars, que je suis bloqué ici, j'ai jamais eu l'opportunité de passer autant de temps en famille. Donc là, je profite de ce moment-là, qui est vraiment il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, malheureusement. Et je profite personnellement de cette opportunité pour passer du temps en famille, de repartir là où j'ai commencé, de reprendre, de me ressourcer de là où j'ai commencé. Et vraiment, c'est quelque chose qui me fallait, je pense. C'était vraiment quelque chose qui me manquait aux États-Unis. On va revenir à vous, Yuri, dans quelques instants, mais on va parler maintenant de Terence Crawford. Pour certains, le meilleur boxeur, toutes catégories confondues. Il y a 15 jours sur nos antennes, il a battu l'Anglais Kell Brook en 4 reprises. Juste avant ce combat, il s'était confié au consultant d'ESPN, l'ancien grand champion Andre Ward, pour une longue interview. Zakaria, Terence Crawford, c'est un immense champion qui souffre de sa personnalité. On lui reproche de ne pas être trop bling-bling, de ne pas insulter ses potentiels adversaires. Bref, de ne pas trop communiquer sur les réseaux sociaux. Oui, il le dit lui-même. Lui, il veut uniquement s'exprimer sur le ring, montrer de quoi il est capable. Et c'est tout à son honneur. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on parle un petit peu moins de lui. Enfin, on parle uniquement de lui sur ses résultats sportifs et non pas sur ce qu'il fait en dehors du ring. Parce que c'est quelqu'un de très respectable et de très respectueux également. On va regarder ce documentaire d'une vingtaine de minutes. Dans ce documentaire, Terence Crawford évoque beaucoup sa ville natale, Omaha, dans le Nebraska, 450 000 habitants. Une ville qui a vu naître d'autres personnalités comme Gerald Ford, président américain, Warren Buffett, qui fut l'un des hommes les plus riches du monde à une époque, les acteurs Marlon Brando, Nick Nolte également. Mais côté boxe, c'est pas une ville avec une grande tradition. Non, effectivement, mis à part Terence Crawford, qui est le champion actuel. On en a eu un en 1934, qui est Max Beer, qui a été champion du monde des poids lourds. Et on a eu également l'organisation d'un championnat du monde entre Joe Frazier et Ron Stander, en 1974. Et depuis, Crawford a disputé 5 combats titre mondial en jeu. Il est l'une des personnalités de la ville et de l'État. Terence Crawford, interrogé par Andre Ward, c'est tout de suite dans la Belle Box.